Pourquoi la laïcité est importante pour moi? D'abord, j'aimerais mentionner que je fais partie de la première génération de femmes, de Québécoises, qui ont pleinement profité de l'émancipation des religions qui s'est passée à la Révolution tranquille, qui a donné un envol pour le respect des droits et l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. On a juste regardé dans le monde. Là où les femmes ont le moins de droits, c'est les femmes qui vivent dans des théocraties. À chaque fois qu'on laisse entrer l'intégrisme religieux, le droit des femmes recule. On le voit en Afghanistan, en Iran aussi, mais c'est aussi un peu partout, même aux États-Unis, quand on regarde tout le milieu évangéliste et le droit des femmes à l'égalité, à chaque fois que la religion rentre en jeu, le droit des femmes recule. Ce qui est difficile dans ce débat-là, c'est qu'en tant que féministe, on est toujours tiraillé entre le respect des choix de chacune et l'avancement des droits à l'égalité, l'avancement des droits pour toutes. C'est toujours un combat. Qu'est-ce qu'on fait? On a individuel ou pas? Diane Guilbeault répondait bien à ce questionnement qu'on a entre les droits individuels et les droits collectifs. Ce qu'elle disait, il faut éviter de confondre défense des droits des femmes et défense de toutes les opinions émises par les femmes. Si le droit de choisir est un gain féministe, tous les choix ne sont pas forcément féministes. Il faut se rappeler que le progrès social se fait rarement dans l'unanimité. L'histoire du droit des femmes à l'égalité ne fait pas exception. C'est pas vrai que toutes les femmes d'un côté, soudainement, veulent avoir plus de droits. Parce que de tout temps, les traditions patriarcales ont restreint le rôle et la contribution des femmes à la société à leur unique fonction d'épouse et de mère. Il faut savoir qu'avant la Révolution tranquille, la religion catholique était omniprésente, si omniprésente dans les affaires de l'État qu'elle empêchait le progrès social. Pour le pouvoir religieux, je vais vous donner un exemple, le suffrage féminin, le vote des femmes, allait mener, et on ne voulait pas, ça allait mener à l'émancipation trop rapide de la femme, qui disait, et à l'attiédissement de la foi dans les familles. Le clergé a même réussi à convaincre 25 000 femmes québécoises, à signer contre le droit de vote des femmes pour s'opposer à leur droit de vote. Ça ne veut pas dire que ces femmes-là étaient aliénées. Ce que ça voulait dire, c'est que certaines d'entre elles ne voulaient pas plus de droits, ils étaient bien dans leur rôle très, très bien cadré, ou encore que d'autres respectaient beaucoup l'autorité. Alors, en 1940, quelques années plus tard, le cardinal Villeneuve revient à la charge. Il répète qu'il est contre le droit des femmes. Selon lui, là, il en rajoute une couche, ce droit va à l'encontre de l'unité et de la hiérarchie familiale. J'insiste, hiérarchie, l'homme en haut, la femme en bas. C'est lui qui décide. Et expose la femme à toutes les passions liées aux campagnes électorales. C'était épouvantable. On ne pouvait pas concevoir accorder le droit de vote aux femmes. Le premier ministre de l'époque, à ce moment-là, Adélard Godbout, il a dit, OK, lui était favorable au droit des femmes. Les femmes ont eu le droit de voter au Québec à partir de 1940. Mais je me rappeler, c'était tellement fort l'opposition religieuse que le droit de vote au Québec est arrivé 22 ans après que le fédéral l'a octroyé pour toutes les Canadiennes dans les élections fédérales. 22 ans. Et c'est juste à cause de la pression sociale religieuse de l'époque. Les choses changent radicalement lors de la Révolution tranquille. Il faut savoir que la Révolution tranquille désigne une période d'importants changements, de réformes, de changements, de la modernisation de l'État québécois dans les années 60 environ, suite à une mobilisation citoyenne de grande ampleur. C'est à cette époque que l'Église s'est vue obligée de céder sa mainmise de l'Éducation au ministère de l'Éducation nouvellement cédé. Avant, elle était responsable de l'Éducation, maintenant, c'est le gouvernement qui l'est. Permettant ainsi, pour la première fois, aux filles d'avoir un accès égal à l'éducation. C'est également à cette époque que Mme Kirkland Casgrain, devenue ministre,
fait adopter la loi sur la capacité juridique de la femme mariée. Cette réforme-là, c'est en 64. Elle est importante parce qu'elle permet enfin aux Québécoises d'exercer des actes juridiques tels, parce qu'avant, elle n'avait pas le droit, c'était juste son mari qui le faisait. Maintenant, elle peut signer un contrat, elle peut être exécutrice testamentaire, elle peut même exercer une profession sans avoir à demander la permission de son mari. C'est quand même quelque chose. Elle devient autonome. Les femmes sont dorénavant reconnues à partir de la Révolution tranquille au même titre que les hommes comme des personnes juridiques autonomes. C'est pendant la même période, en 69, que le mariage civil est aussi reconnu, ce qui permet à un couple de se marier civilement plutôt que face à un membre du clergé. Cette avancée, le mariage civil, est aussi perçue comme un outil d'émancipation du droit des femmes à l'égalité. Là, il y a eu une réforme dans les années 97 du système scolaire québécois afin de le laïciser davantage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Avant, on avait des commissions scolaires catholiques et protestantes et on a changé ça pour que ça devienne des commissions scolaires anglophones et francophones. Donc, on a sorti la religion du système scolaire québécois. Après ça, en 2005, il y a eu la Charte des droits et libertés de la personne est également amendée pour abroger, pour enlever le droit des parents de voir leurs enfants recevoir une éducation religieuse via les écoles publiques. Quelques années plus tard, en 2008, c'est la fin des cours obligatoires de morale et de religion. Toutes ces initiatives-là reflètent une préoccupation grandissante des Québécoises et des Québécois pour un pluralisme sociétal qui accueille tout le monde, puis une volonté de neutraliser le prosélytisme religieux dans les écoles publiques. C'est en 1992 que la Cour suprême du Canada a reconnu pour la première fois le concept d'accommodement raisonnable pour des motifs religieux. Alors, plusieurs s'inquiètent à ce moment-là des dérives que ça peut avoir, notamment sur le droit des femmes à l'égalité. Par exemple, les accommodements religieux, il y avait une école secondaire publique qui avait accepté de séparer les garçons et les filles pour un cours de natation, puis qui avait accepté d'obstruer les fenêtres de la piscine pour éviter qu'un homme puisse voir les filles en tenue de bain. Un autre exemple parlant, il y a un CLSC qui avait interdit aux hommes de participer à un cours prénatal. Vous savez, on veut toujours que les hommes s'impliquent, mais là, le CLSC avait interdit aux pères, aux futurs pères, d'assister à des cours prénataux afin de respecter les croyances religieuses de certaines pratiquantes qui le réclamaient. Un autre exemple qui vient de la communauté juive hassidique très orthodoxe, ultra-orthodoxe, s'est passé avec la Société de l'assurance automobile du Québec. Cette communauté-là, pour des croyances religieuses, demandait de subir leur examen pour avoir leur permis de conduire par un homme. Ils ne voulaient pas avoir de femme. Les exemples que j'ai nommés, ce sont que des exemples. C'était une tendance que ça démontrait, qu'on cédait la place aux religieux avant toute chose. Ces exemples-là ont choqué, mais vraiment pour 3 raisons majeures. D'abord, parce qu'elles remettaient en question la laïcité des institutions publiques. Ça se choquait aussi parce que ça niait le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Et parce que la troisième raison, c'est parce que, contrairement aux demandes formulées pour des accommodements pour les personnes handicapées, qui leur facilitaient l'accès au travail, les personnes handicapées, c'est une condition qui est subie, qui n'ont pas le choix, qu'ils ont, qui est un fait. Tandis que les considérations religieuses, c'est un choix que la personne fait qui peut avoir, si on respecte ce choix-là, des conséquences sur le vivre ensemble en société. Alors, quand ça touche les institutions publiques, c'est là que ça s'est mis, que ça choquait les Québécoises et les Québécois. Puis le gouvernement de l'époque a, à ce moment-là, mis sur pied la commission Bouchard-Taylor pour évaluer comment on pouvait agir avec ces accommodements religieux dits raisonnables.
Parmi les recommandations de la commission Bouchard-Taylor à l'époque, alors le compromis qu'ils ont fait, c'est de suggérer que les fonctionnaires de l'État en position d'autorité ne portent pas de signes religieux pour une plus grande laïcité, pour une plus grande neutralité. Par contre, dans leur rapport, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complètement mis de côté l'impact que ça pouvait avoir sur les hommes et les femmes. Alors, ils ont pris une considération pour s'assurer la neutralité de l'État en visant les fonctionnaires, mais ils n'ont jamais parlé de l'impact que les signes religieux pouvaient avoir sur le droit des femmes à l'égalité. Ce qui est intéressant, c'est dans la loi sur la laïcité de l'État, l'égalité entre les sexes est reconnue dans son préambule, mais aussi l'égalité entre les citoyens et les citoyennes fait partie de ses principes directeurs. C'est important à savoir parce qu'en interdisant l'affichage de signes religieux par les employés de l'État en position d'autorité, la loi 21 s'assure de ne pas promouvoir des signes sexistes, contraires à l'égalité entre les hommes et les femmes dans ces institutions. Il y a un fait intéressant. En 2024, la Cour d'appel du Québec a qualifié d'19 ans le fait que la loi sur la laïcité inclut expressément l'égalité de tous les citoyens et citoyennes parmi ses principes directeurs. Et là, je vais lire son jugement. Si la loi relie le principe d'égalité à la laïcité, c'est vraisemblablement en raison des tensions entre les préceptes religieux et l'égalité, tout particulièrement l'égalité des sexes. Alors, pour une fois, la Cour reconnaissait que le religieux et le droit des femmes à l'égalité pouvaient être un petit peu, c'est-à-dire en conflit. Mais malgré son jugement, la loi sur la laïcité, la loi 21, a continué à être contestée par tous les grands lobbies religieux. Parce que pour eux autres, seule la liberté de religion et la liberté d'expression de la religion des employés de l'État est importante. Ils font complètement fi de l'égalité entre les sexes ou de la liberté de conscience des citoyens desservis. Quand on dit que la laïcité ne respecte pas les libertés individuelles, c'est une excellente question. J'aimerais rappeler qu'il n'y a aucun droit qui est absolu, parce que ça ne marcherait pas en société. Il y a une société et c'est l'équilibre des droits qui intervient entre les deux. Et quand il s'agit des droits religieux, le droit des femmes à l'égalité est reconnu comme pouvant mettre un frein. Quand ces deux droits-là sont en conflit, ce qu'on voit, si ce n'est pas bien régimenté, c'est toujours le droit des femmes à l'égalité qui cède la place au droit à l'expression de la religion. Puis c'est pas ça qu'il faut qu'ils fassent. La laïcité permet en sorte la laïcité de l'État. Ça veut dire que, au moins dans les institutions publiques, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes qui prévaut. Et les religions, on a le droit de porter des signes religieux en société, mais dans les institutions publiques, ça se veut un endroit neutre où l'égalité des femmes et les hommes prévaut et où il n'y a pas de prosélytisme religieux afin de protéger la liberté de conscience de tous les citoyens qui sont desservis par les fonctionnaires de l'État.